Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler point lecture aujourd'hui avec 4 livres ou 5. Je sais que je vais vous parler de Quand le ciel gronde de Phil Earle chez Ozu Poche. Je vais également vous parler des Jumeaux Croche-Mort, le tome 2 Possession de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. On parlera aussi de Chasseur d'éclairs, le tome 1 de Abigail Michel chez Hachette. Je vous parlerai de Furia Perfax, le tome 1 Maudite chez Gallimard Jeunesse. J'ai lu également, et vous le verrez dans une vidéo tournée avant, Dans la vie des pantins de T.J. Klune, paru chez De Saxus. On va commencer tout de suite avec mon avis de Quand le ciel gronde, et vous allez voir que je l'ai tourné à chaud directement après la lecture et que j'étais pas bien. Je vous laisse avec la vidéo. Je suis dans un état horrible. Je viens de terminer Quand le ciel gronde. Oh là là, faut que j'arrête de pleurer, c'est dingue. Quand le ciel gronde de Phil Earle chez Ozu Poche. Il faut que je m'en remette. Nous sommes en 1941 en Angleterre, nous suivons Joseph qui vient d'arriver à Londres. Il va être hébergé pour quelque temps chez une amie de sa grand-mère. Son père vient d'être mobilisé, il est parti à la guerre, sa mère, quand il était petit, l'a abandonné. Et donc Joseph est très en colère. Il a ce rejet qui dicte toutes ses pensées, toutes ses actions. Il se demande pourquoi lui. Pourquoi tout lui arrive, pourquoi personne ne veut jamais rester avec lui. Et Joseph arrive chez cette femme qui est assez froide, assez détachée de tout ça. Elle tient un zoo à Londres, un zoo qui n'a quasiment plus de pensionnaires. Il reste un gorille et 2 loups. Et voilà, c'est déjà assez dur en temps de guerre pour se nourrir nous, mais pour nourrir des animaux c'est encore pire. Et à chaque fois qu'il y a des bombardements, cette femme va à son zoo et met en joue le gorille qui s'appelle Adonis parce que elle a beau aimer ce gorille et elle a beau savoir que c'est tout ce qui lui reste, elle ne peut pas se permettre que si une bombe casse la grille de ce gorille et il puisse s'échapper et puisse déchaîner sa violence parce que c'est quand même une bête sauvage. Donc voilà, elle le met en joue tous les soirs, à chaque fois que des bombes déferlent sur Londres, et elle se pose la question, est-ce qu'elle arrivera un jour à tirer ou pas. Voilà, et Joseph, lui, au début, ce zoo, c'est pas du tout quelque chose dont il a envie de s'occuper. À l'école, il rencontre des gros problèmes parce qu'il est dyslexique, mais ce n'est jamais dit parce qu'en 1941, la dyslexie était beaucoup moins connue qu'à présent, mais bon, avec tout ce qu'on voit, on sait que Joseph est dyslexique et que ça lui attire pas mal de problèmes. Voilà, au fur et à mesure, il va s'attacher à Zoe, il va s'attacher à cette femme, il va s'attacher à Adonis. C'est pas cool en fait de faire des reviews tout de suite après la lecture parce que je suis encore dans l'émotion. C'était beau, c'était dur. Voir tout ce qu'ont vécu les Londoniens et tout ce que vous prend la guerre. On le sait, hein, mais c'est d'autant plus dur de le lire. Cette amitié entre ce petit garçon et Adonis, ce gorille, entre ce petit garçon et cette femme qui a aussi vécu des drames. Ce petit garçon et une autre fille qui a aussi une histoire pas cool, avec ses parents qui se sont sacrifiés lors d'un bombardement pour qu'elle vive en se jetant sur elle et en prenant tous les débris sur eux, ce qui les a tués alors qu'elle est restée en vie. Voilà, tout plein d'histoires comme ça qui sont terribles. Et voilà,
Bref, lisez ce livre. Lisez ce livre, j'en suis encore bouleversée. Et c'est un énorme coup de cœur pour lui. C'est même pas du fantastique, c'est pas de l'imaginaire, c'est ancré dans l'histoire. Alors, c'est marqué, inspiré d'une histoire vraie. Quand on lit la note de l'auteur en fin de livre, en fait, c'est une histoire qui s'est passée dans un zoo en France avec un homme qui se postait devant la cage du lion et qui voilà, braquait le lion pendant que les attaques avaient lieu. Et donc il s'est imaginé ce que ça pouvait donner avec un gorille, voilà. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, mais pas avec l'animal en question, pas à Londres. Mais voilà, c'était poignant, c'était triste, énormément triste. C'était beau. C'était tout ce que je recherche dans un roman. Vraiment, il me restera en tête très longtemps. Mais bon, comme dans tous les romans ou les films où ça parle d'une amitié entre un animal, un être humain, et que voilà, tout ce qui peut mal tourner. Bref, j'ai beaucoup aimé ce roman. Et je suis contente de l'avoir lu. Je ne l'avais pas pris quand il était en grand format. Je crois que j'étais pas encore partenaire au Zoo, mais il m'avait toujours beaucoup intriguée. Et j'étais curieuse de le lire, donc je suis contente qu'il l'ait sorti en poche. Il va avoir une seconde vie. Et je ne peux que vous le conseiller, parce que voilà, si vous aimez les belles histoires, mais les belles histoires tristes, et que vous aimez l'histoire, parce que ça fait quand même partie de notre histoire, de savoir tout ça. Lisez Quand le ciel gronde. Allez, ça y est, j'ai réussi à m'en remettre, j'ai retrouvé ma voix qui ne tremble plus. Et puis je vais aller me mettre en boule dans un coin avant de choisir ma nouvelle lecture. Et il faut que je prenne quelque chose où je vais rigoler, parce que là, je le savais que ce serait dur. Mais à ce point, allez, bon, j'espère que je vous ai quand même convaincu de lire ce roman. Je vous laisse à présent avec ma vidéo, mon avis lecture de Dans la vie des pantins. J'ai terminé il y a peu Dans la vie des pantins de TJ Klune. C'est chez De Saxus et j'avais pris cette lecture parce que après la lecture de Quand le ciel gronde, qui m'avait assez remué, j'avais besoin d'une lecture doudou, quelque chose qui me ferait passer un bon moment et qui était plein de bons sentiments. Et je sais que les livres de TJ Klune généralement me font cet effet-là. Ici, on est dans une sorte de réécriture de Pinocchio, puisque nous allons suivre Victor, qui est le dernier humain vivant, dans un monde peuplé par les robots. Les intelligences artificielles créées par les humains se sont révoltées, ont détruit l'humanité, et Victor, lui, il a été recueilli dans une forêt par Gio, qui est un robot créateur, qui l'a élevé comme son fils, et au fur et à mesure des années, Victor s'est entouré d'autres robots qu'il a rafistolés, qu'il a trouvé dans la casse, donc un petit robot nettoyeur, et un Rambo, et un robot infirmière, infirmière Ratched, je sais pas si ça se dit comme ça, qui ont des personnalités complètement farfelues, complètement exubérantes pour des robots. Et c'est ce qui en fait toute la particularité de ce roman, parce que il y a certains passages qui sont à mourir de rire, entre les dialogues qui sont mais complètement what the fuck, qui sortent complètement d'un contexte. Bref, c'était très sympa comme lecture. Et voilà, j'ai trouvé ce que je voulais, c'est-à-dire quelque chose qui me sorte de mon quotidien, qui me fasse oublier Quand le ciel gronde. Et ça a fait le job. On est avec Victor et cette humanité. C'est le dernier homme et pourtant ce roman traite de la différence, bien entendu, mais de l'acceptation, du fait qu'on peut faire ses propres choix malgré tout, malgré qu'on soit programmé dans une tâche, et ben
on peut choisir de changer les choses. C'est les liens du sang qui sont beaucoup moins forts que les liens qu'on se crée. Voilà, une belle histoire d'amitié, une belle histoire d'amour, une belle histoire de lutte pour la survie. C'était très très bien. Par contre, il y a certains passages où je me suis un petit peu ennuyée. Il y a certains passages qui étaient assez longs. Parce qu'on est quand même dans une quête, on est dans un voyage, un petit peu comme Pinocchio, on va aller dans plusieurs endroits. Et voilà, on est dans un monde de robots, où normalement les sentiments n'ont pas lieu. Et je vous dis, c'est très sympa parce qu'on s'attache aux personnages alors que ce sont des robots. C'est même pas des humains, ce sont des robots. Et l'infirmière, par exemple, le robot infirmier, est complètement psychopathe. Et ça donne lieu à des dialogues mais complètement saugrenus où elle veut trépaner, où elle veut autopsier, où et elle dit ça sur le ton de l'humour alors que l'humour elle le connaît pas, et alors en fait on se dit que c'est tout au premier degré. Donc c'est ça qui est très drôle, c'est très farfelu, un petit peu comme tous les romans de T.J. Klune je trouve. Et voilà, ça m'a fait passer un bon moment malgré le fait que certains passages étaient assez longs. Mais bon, je suis contente de l'avoir lu et c'était une très belle découverte avec de très beaux messages. Allez, on parle de quelque chose de plus gai ou pas. Avec Les Jumeaux Croche-Mort, le tome 2. Nous suivons toujours Silence. Et je me rappelle de Silence, mais je ne sais plus son frère. Comment s'appelle son frère? Azriel. Ah oui, mais en même temps, non, est couché dehors. Donc Silence et Azriel qui sont arrivés dans la famille Croche-Mort. C'est très mystérieux comme histoire. Après le tome 1, on ne savait pas trop quoi en penser. Enfin, moi en tout cas, je ne savais pas trop quoi en penser, sachant que la fin du tome 1 vous laissait dans quelque chose de très haletant et on avait l'impression d'avoir des réponses. Sauf que ce tome 2 reprend exactement après et on cherche toujours les réponses. Voilà, on sent que tous les personnages ont l'info, mais nous, on est toujours dans le brouillard et ça commence légèrement à m'agacer. Dans le sens où j'ai l'impression qu'on mène complètement le lecteur en bateau. Et j'ai pas envie d'avoir des tomes à rallonge, j'ai pas envie d'avoir une saga qui s'éternise, parce que l'auteur a envie de faire prolonger la saga parce qu'elle marche. J'ai envie d'avoir des réponses, et là, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir eu des réponses. J'ai eu l'impression de continuer à m'embourber dans cette histoire où on a l'impression que ce petit village est gouverné par une secte, qu'il y a un démon derrière tout ça, que peut-être Silence serait possession, par ce démon, mais est-ce que c'est vraiment ce démon? Est-ce que c'est autre chose? Azriel est censé avoir un rôle dans tout ça, mais c'est pareil, on ne sait toujours pas quoi. Je m'attendais à plus de révélations et que l'histoire avance. Normalement c'est une saga en 3 tomes, mais je me dis qu'en fait toutes les révélations, toute l'histoire va être dans le 3e tome et je trouve pas ça logique. J'aurais voulu qu'on me dissémine un petit peu des informations au fur et à mesure de ma lecture, ça n'a pas été le cas. Ce sera tout concentré dans le dernier tome, si c'est bien le dernier tome. Donc je suis un peu déçue, par contre on est vraiment dans une ambiance très glauque, vraiment lisez ce livre pour Halloween parce qu'il est parfait, c'est vraiment très sombre, il y a des morts, il y a tout un mystère avec ces démons, ces monstres qui attaquent les gens, bref, vraiment une ambiance particulièrement bien réussie, mais bon, voilà, je trouve que l'histoire n'avance pas assez vite. Je vous parle de Chasseurs d'éclairs, c'est Julia qui me l'a choisi pour l'été en série. Ça y est, j'ai commencé l'été en série, j'ai commencé par le premier tome que Julia m'a choisi. On va faire dans l'ordre, qui plus est. Donc, dans Chasseurs d'éclairs, nous suivons Alric, qui est le fils d'un grand capitaine. Les grands capitaines ont divers rôles, il n'y en a que 10. Et son père est un grand capitaine, sauf qu'il va disparaître à bord de son navire. On est dans un monde assez particulier où avant le village d'Elric vivait de la pêche, vivait du commerce maritime, sauf qu'un jour il y a eu une immense tempête, il y a eu on ne sait quoi, et la mer s'est retirée et à la place il n'y a que des nuages. Ils se sont retrouvés
désœuvrés, à perdre leur subsistance, et ils ont dû se réinventer jusqu'au jour où un homme est revenu dans son village natal à bord d'un immense vaisseau flottant et qu'il a voilà, sauvé tout le monde en donnant son inventivité, en donnant les plans de son navire, en construisant des navires pour faire repartir le monde et le commerce. Et voilà, on va suivre Alric qui va partir à la recherche de son père qui a disparu et personne n'a de nouvelles. On va essayer de découvrir ce qui a pu lui arriver. J'ai beaucoup aimé, c'était hyper agréable comme lecture, avec un world building extrêmement bien construit, avec une magie autour d'engrenages, autour de la science, des éclairs qui permettent d'alimenter ces vaisseaux volants, des pierres aussi, enfin bon bref, tout un système très bien conçu, vraiment j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait penser à un mélange entre Aurora chez Ozu, où on a deux enfants qui partent à la recherche de leur père, lui aussi aventurier, et ils vont vivre une grande aventure, une grande épopée. Voilà, ça m'a fait penser à ça, et en même temps ça m'a fait penser à Steam Sailor, avec ses bateaux volants et les pirates. Voilà, donc c'était super. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Alric avec son animal de compagnie, qui est un griffon, et qui va évoluer. Il y a pas mal de mystères encore autour de ce griffon, autour du personnage d'Alric, autour de cet univers très vaste. Donc j'ai très hâte de lire la suite, et moi j'ai un petit coup de cœur pour ce premier tome de saga. Je vous parle ensuite toujours d'un premier tome avec Furia Perfax, que si vous ne connaissez pas, en fait Furia Perfax c'est le préquel de l'Anti-Magicien. L'Anti-Magicien, ce sont 6 tomes avec Kellen en personnage principal, un homme qui n'a pas de pouvoir, ou alors très peu, très faible, et voilà, c'est un anti-héros à qui il va arriver plein de mésaventures, et sur sa route il va croiser Furia Perfax, qui suit la voie des Argosies. Et ici nous allons suivre Furia alors qu'elle n'est qu'adolescente, elle n'a que 12 ou 13 ans, et comment vous dire que j'aime ce personnage déjà dans l'Anti-Magicien, et ce roman, oh, mon dieu, ne me l'a fait que aimer plus, parce que la pauvre, elle a vécu tellement de choses, mais horrible, c'était horrible. C'est pas un roman qui va vous laisser une marbre. En fait, je pense que si vous n'avez pas d'affect pour Furia, vous allez trouver ce roman horrible. Clairement, mais à 13 ans, la gamine, elle est abandonnée, elle vit dans la rue, elle est affamée, elle est tellement maigre quand on lui voit les os. Et en plus, elle va se faire torturer. Des mages vont faire des expériences sur elle parce qu'elle fait partie d'un peuple qui a été décimé. Tout son peuple est mort. Bref, quand je vous dis ça comme ça, je pense que ça ne vous donne pas du tout envie. Mais Furia est tellement différente de quand on la voit dans l'Anti-Magicien. Moi, Furia, pour moi, c'était une femme forte, stoïque, maître de ses émotions, avec une grande sagesse et une grande habileté. Et là, mais on la découvre, mais pleine de haine, pleine de colère, anéantie, mais à subir des choses atroces, mais surtout pleine de haine, à en vouloir à la terre entière, donc complètement à l'opposé de la Furia que je connaissais, et ça ne m'a l'a rendue que plus attachante. J'aime Furia, j'aime l'Anti-Magicien, j'aime ce système de magie. L'univers est dingue dans l'Anti-Magicien, avec ces magies qui font appel à magie de soi, des magies très particulières. Donc j'ai beaucoup aimé, et j'ai hâte de découvrir la voie des Argosies justement. Tout ce qu'a pu apprendre Furia pour justement devenir ce qu'elle est dans l'Anti-Magicien. Je vous conseillerais toujours de lire l'Anti-Magicien avant, parce que vous pourrez découvrir Furia comme moi j'ai découvert, et ensuite voir par quoi elle est passée, voir toutes les épreuves qu'elle a subies, et je pense que vous aimerez. Sans avoir lu l'Anti-Magicien, j'ai peur que vous passiez à côté, ce qui serait dommage. Voilà, c'est terminé, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si un de ces livres vous intéresse, ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu.
Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.